Good morning. Bien, bien le bonjour. Je m'appelle Mohamed Ali Lotfi, je suis membre du comité sur la gestion de la société civile. Tous les ans, un jour avant la conférence des partis d'État, nous nous réunissons pour tenir le forum de la société civile. Ce forum cherche à souligner les aspects actuels qui sont d'intérêt général à notre mouvement et en plus de réaliser le progrès de mise en œuvre CRPD. Le forum cette année aura 3 séances. La première séance va définir le forum de cette année, aussi partager des séances des résultats de ces recherches. Nous allons ensuite parler de notre adaptation au monde numérique, étant donné la pandémie de COVID-19 actuelle, suivie par une troisième séance sur la manière de vivre de manière indépendante dans les communautés dans le contexte de COVID-19 aussi. Le forum de cette année, l'interprétation est fournie, les sous-titres sont disponibles et peuvent être affichés à travers votre panel de contrôle Zoom en cliquant sur le bouton CC. Le lien est aussi disponible dans le chat. On fournit aussi l'interprétation vers le français et l'espagnol et vous pouvez y avoir accès en cliquant sur le bouton globe ou sur le panel de contrôle Zoom. Vous pouvez aussi poser des questions à nos orateurs pendant la réunion en utilisant le chat. Et à ce moment-là, on va essayer de répondre à vos questions. Nous allons avoir des sondages pendant le forum en termes du sommet à venir sur le handicap au niveau global. Cela sera disponible pendant le forum et bien sûr sera confidentiel. Si vous avez des problèmes ou des questions pendant le forum, n'hésitez surtout pas à écrire aux administrateurs du forum. Maintenant, je vais accueillir nos intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur Marc Lowcock, secrétaire général adjoint d'OCHA. Monsieur Lowcock, vous avez la parole. Mohamed, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Le Forum de la société civile a été champion clé pour inclure les personnes en situation de handicap par rapport aux crises humanitaires à travers le monde. Cela a été une chose très importante parce que de manière historique, les besoins des personnes handicapées et leurs besoins spécifiques au moment des crises n'ont pas été traités de manière adéquate. Donc, merci pour votre travail. J'aimerais parler un peu de la pandémie. Bien sûr, toute personne à travers notre planète a été touchée par la pandémie, mais cela inclut 1 milliard de personnes à travers le monde qui ont des handicaps. Et il est important de reconnaître les besoins, mais aussi de parler de la manière de faire un meilleur travail pour y faire face. Vous savez tous que pauvreté et l'inégalité ont augmenté pendant la pandémie. Les emplois ont été perdus, les enfants ont perdu un accès à l'éducation. On a vu plus de violence, de stigmatisation. Et les personnes en situation de handicap ont été parmi les personnes les plus touchées. Ils ont eu des difficultés d'avoir accès aux services de santé et de traitement, y compris en termes de COVID-19. Ça, c'est à cause de discrimination. Des services n'ont pas été continués pendant la pandémie. Selon l'OMS, en 2020, 22 pays ont signalé une baisse de plus d'un quart en services de soutien aux personnes handicapées. Cela n'est qu'une partie. Et cela est dans un contexte où 1% des personnes en situation de handicap dans les pays à revenus faibles peuvent avoir un accès aux subventions ou à de l'aide du tout. Nous essayons d'y faire face de la manière dont les agences humanitaires
prévoir à soutenir les personnes en situation de handicap pendant une pandémie, y compris dans le plan de réponse à la COVID-19 qui a été lancé au mois de mars de l'année dernière, avec des réponses comme s'assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent de l'aide malgré les mesures de distanciation sociale. Ils avaient accès à des services d'apprentissage. Il y avait des mesures spécifiques personnalisées aux besoins des personnes en situation de handicap, par exemple pour laver les mains et d'autres services. Il est important de reconnaître qu'il y avait des efforts entrepris pour faire des choses là en consultation avec les personnes en situation de handicap. Il y avait aussi d'autres directions en termes de bonnes pratiques pour les agences humanitaires pour les permettre d'aider les personnes en situation de handicap, axé sur ce qui avait été développé en 2019 en termes de direction. J'aimerais remercier tout le monde dans l'IDA pour votre contribution parce que cela a fait en sorte que la direction a été meilleure que ce aurait été le cas sinon. Nous avons, à travers l'ONU l'année dernière, nous avons mis en place un cadre de redevabilité pour notre propre stratégie de handicap, les choses que nous essayons de faire et comment faire en sorte de faire ces choses-là. Cela a aussi contribué à ce que j'ai essayé de faire dans mon bureau. Nous avons continué au niveau d'OCHA d'essayer d'améliorer nos outils de planification et de coordination pour mieux comprendre ce dont les personnes en situation de handicap ont besoin en situation de crise et comment y faire face. Nous avons aussi fait en sorte que l'inclure dans notre financement. Notre bureau gère 19 fonds au niveau pays et nous avons aussi trouvé des subventions supplémentaires pour les personnes en situation de handicap à travers ces fonds. Nous gérons aussi le fonds de réponse centralisée avec un soutien personnalisé en coordination avec les organisations des personnes handicapées dans les subventions qui seront fournies suite à ce financement. Nous on fait du progrès. J'aurais voulu faire plus de progrès plus vite et voilà des choses que je pense auraient aidé à faire cela. Tout d'abord, cela devrait être standard, mais cela mérite d'être répété. Il faut s'assurer qu'on consulte avec les personnes en situation de handicap et leurs organisations lorsqu'on cherche à comprendre les besoins. Parce que si on fait cela, cela fournit des résultats directs. J'ai entendu récemment comment des consultations en Ukraine où il y avait de l'argent affecté pour des systèmes de secours à 3000 personnes en situation de handicap qui auraient peut-être été oubliées. Sinon, la deuxième chose à faire, c'est dans le jargon que je n'aime pas, nous parlons d'inclure l'aide humanitaire pour répondre aux besoins des personnes handicapées, non seulement au niveau de pandémie, pour être axé sur les personnes handicapées pendant la pandémie. La troisième chose, et encore une fois, il y a eu du progrès fait là, mais pas suffisante. Il faut s'améliorer en termes des données sur les personnes selon leurs besoins spécifiques, que ce soit les femmes, les filles, les personnes plus âgées ou les personnes handicapées. Il y a eu des progrès ici, mais il faut que cela soit amélioré. Une autre chose à faire, c'est de reconnaître que parfois, des personnes ont de multiples besoins. Donc, une personne handicapée, une femme handicapée serait peut-être aussi âgée ou déplacée. Il faut prendre toutes ces choses en compte. La dernière chose, et c'est une chose qui devrait être claire, mais si on faisait cela de manière meilleure, on aurait un impact important. Il faut donner au personnel, les personnes qui travaillent pour les agences humanitaires, surtout en première ligne pendant les crises, une meilleure formation ou direction sur l'inclusion des questions d'handicap dans leur planning. J'espère que c'est l'une des choses qui est devenue priorité pendant la période à venir. Comme certains d'entre vous savez, je vais quitter cette fonction bientôt. Je vais passer la place à Martin Griffiths et je suis certain que
en travaillant à partir des premières étapes, il va accélérer et fait beaucoup de progrès, plus de progrès pour répondre aux besoins des personnes handicapées, y compris à travers leurs propres organisations en termes de crise humanitaire dans l'avenir. Cela sera bien non seulement pour ces personnes-là, mais pour toute autre personne aussi. Merci beaucoup et bonne chance avec votre réunion. Merci, Monsieur Lecoq, pour vos remarques et pour le travail important fait par vous pour soutenir les personnes handicapées pendant l'ère critique que nous vivons actuellement. Merci beaucoup. Maintenant, permettez-moi d'accueillir l'ambassadeur Jukka Salovaara, représentant permanent de la Finlande auprès de l'ONU. Votre Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler après Marc parce que cela me permet de remercier Marc pour le bon travail qu'il a fait dans l'inclusion des handicaps dans les efforts humanitaires. Vous avez fait un très bon travail. Mes chers participants de la société civile, c'est un honneur de vous parler aujourd'hui en tant que président de la conférence des partis d'État sur la Convention sur les droits des personnes handicapées et de démarrer cette semaine très importante avec vous toutes et tous. La société civile est un partenaire important à tout niveau pour nous et nous sommes très préoccupés sur l'espace rétrécissant pour la société civile à travers le monde. En Finlande, une participation incomplète des organisations des personnes handicapées et d'autres membres de la société civile sont parmi les priorités clés pendant notre présidence. Nous œuvrons sur des manières de tirer le maximum de la conférence pour les personnes handicapées. Et votre rôle est crucial. Vous êtes les experts qui ont les informations les plus récentes, les acteurs qui œuvrent de manière active pour les droits des personnes handicapées et vous surveillez pour faire en sorte que les États font leur travail pour respecter et remplir les droits des personnes handicapées partout. Nous avons des discussions importantes à venir cette semaine sur les sujets de la conférence axée le bureau de Guatemala, Irak, Bologne, Zambie et la Finlande voulaient choisir des questions importantes qui auront besoin de notre attention. La pandémie de COVID-19 comme sujet clé était le seul choix puisque beaucoup de pays doivent faire face aux impacts et une réponse à la pandémie. La pandémie de COVID-19 a exposé une discrimination à travers le monde et des données qui démontrent que les personnes en situation de handicap ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie et les réponses à COVID-19 n'ont pas considéré la discrimination pour les personnes en situation de handicap. Différentes sortes de discrimination liées restent invisibles dans la réponse à COVID-19. De même, les discussions sur les impacts économiques et sociaux de COVID-19 ne considèrent pas les droits et les besoins des personnes handicapées, surtout les femmes et les filles. Pour les discussions de table ronde, notre priorité a été de considérer les droits des personnes handicapées au niveau des trois piliers du travail de l'ONU, en se focalisant sur la protection des droits des personnes handicapées dans des urgences de conflits armés et humanitaires, avec des discussions en ligne avec l'article 11 de la Convention. Il est approprié parce que le deuxième anniversaire de résolution 2475 Conseil de sécurité. Nous devons mieux comprendre
comment interpréter nos obligations au niveau international, les barrières afférentes pour remplir et répondre aux droits des personnes au niveau des urgences humanitaires et de conflits. La pandémie a aussi eu un impact négatif sur l'indépendance des personnes handicapées. Les personnes handicapées ont un droit de vivre de manière indépendante, faire partie de communautés et d'être des participants actifs à tout niveau de la société. Ils devraient pouvoir faire leurs choix et avoir un contrôle complet de leur vie. Ne pas être des objets dont les choix et les décisions sont faites par quelqu'un d'autre. L'institutionnalisation et de fournir les services nécessaires devraient être au cœur de nos discussions par rapport au droit à l'éducation. Beaucoup de personnes ont été forcées à étudier devant leurs ordinateurs, mais il faut se rappeler que ceux qui avaient accès à un appareil étaient les personnes chanceuses parce que l'accès aux solutions numériques est un seul aspect d'une éducation inclusive, puisqu'il y a beaucoup d'autres barrières dont les enfants handicapés doivent faire face dans leur accès à l'éducation. L'éducation doit être inclusive et accessible à tout. Pouvoir recevoir l'éducation reste trop loin pour beaucoup de personnes. J'espère que cette semaine nous démontrera plus comment répondre aux droits des personnes handicapées dans l'avenir. La communauté internationale cherche cette semaine à ne laisser personne pour compte. J'espère que vous allez avoir de bonnes discussions cette semaine et vous allez participer de manière active dans la conférence des partis d'État cette semaine où vos connaissances, votre participante sont très appréciées. Merci beaucoup. Votre Excellence, merci beaucoup pour vos remarques excellentes. Nous tournons toujours vers la Finlande et leur rôle traditionnel dans le soutien des droits des personnes handicapées, surtout pendant une période de crise humanitaire où il y a le bon exemple de leader précédente de la Finlande. Permettez-moi maintenant de passer la parole à Kari Haug Risøysen du gouvernement de Norvège. Vous avez la parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à ce forum. On m'a demandé de parler du sommet handicap global. Je vais commencer par vous dire que la pandémie a souligné le besoin d'action pour avoir une inclusion réelle au niveau des pays. C'est pour ça que nous sommes ravis d'accueillir le sommet, accueillir le sommet en 2022. Et cela nous donne l'opportunité de contribuer à un changement à long terme au niveau des pays. Donc, c'est un partenariat unique et une possibilité unique de faire un changement. Le premier sommet de handicap global a eu lieu à Londres en 2018 et c'était vraiment très important. Nous avons beaucoup d'ambition pour le sommet de Oslo en 2022. Malheureusement, suite à la COVID-19, le sommet sera virtuel à 100%. On aurait bien aimé se rencontrer en présentiel, mais en même temps, un sommet virtuel permet d'avoir une participation plus large, ce qui est bienvenu. Le sommet de Oslo va tirer sur les résultats du premier sommet en cherchant à accélérer le progrès nécessaire pour accomplir les droits des personnes handicapées à travers le monde. Le sommet va mobiliser les engagements et contribuer aux efforts de renforcement pour la mise en œuvre de la Convention sur les droits des personnes handicapées, les principes de ne laisser personne pour compte afin d'atteindre les objectifs de développement durable et travailler pour un avenir meilleur et plus inclusif en termes de COVID-19. Pour obtenir un changement à long terme au niveau du pays, nous cherchons une coopération avec les États, les organisations multilatérales, et la société civile et surtout avec les organisations des personnes handicapées. Un accès et une participation importante sont cruciales pour faire un changement possible.
on peut faire un pas important vers l'égalité ensemble. Et pour s'y faire, nous sommes tous partenaires ici aujourd'hui et nous avons hâte d'entendre vos points, vos avis, avoir vos contributions. Donc, merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité. Merci, Carrie. Nous avons hâte tous de participer à ce sommet, étant donné d'avance que le gouvernement de Norvège va être un bon hôte pour un tel événement. Merci beaucoup. Maintenant, je me permets d'inviter Anna Lucia Ariana, présidente de l'Alliance internationale des personnes handicapées, à prendre la parole. Anna, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues et amis, bonjour de Quito, Ecuador, en Amérique latine. Il est un plaisir pour moi de vous parler ici et encore une fois, je fais cela de manière virtuelle. Je ne peux pas croire que ça fait 2 ans depuis qu'on s'est réunis en présentiel. Les 2 dernières années ont été des périodes de solitude, d'isolation. Il y a eu des tendances préoccupantes dans le progrès pour les personnes handicapées. Moi, je sais que mon comité directeur a été impacté et je ne peux qu'imaginer les difficultés et les barrières dont les autres groupes doivent faire face. Mes chers collègues, je vous parle en tant que président de l'Alliance internationale des personnes handicapées. Nous sommes un réseau de 8 organisations au niveau global et 6 au niveau régional pour les personnes handicapées et leurs familles. Les membres de l'Alliance représentent 1100 organisations nationales pour les personnes handicapées dans plus de 180 pays à travers le monde. Nous avons des choses à célébrer cette année quand même. Nous venons d'entendre du gouvernement de Norvège les plans d'accueillir un sommet global au mois de février 2022. L'IDA est ravi de participer comme co-hôte et nous allons nous assurer d'avoir une voix bien claire pour les personnes handicapées. Nous avons aussi entendu sur le bon travail fait par OCHA pour s'assurer que les droits des personnes handicapées sont respectés au niveau humanitaire. Et nous avons entendu le bon travail fait par la conférence des partis d'État pour protéger notre espace au niveau du conférence. Mais notre travail n'est pas encore terminé. Loin de ça. Je vous parle lorsque nos sœurs et frères à travers le monde n'ont pas accès au traitement de COVID-19, surtout dans la région de l'Amérique latine. La pandémie continue à démontrer comment, lorsqu'on fait face à une crise réelle, les personnes les plus marginalisées et exclues sont exclues encore une fois et remarginalisées. Pendant la pandémie de COVID-19, les personnes handicapées ont été parmi les personnes les plus oubliées dans beaucoup de pays à travers le monde. On était les premiers à perdre nos emplois et nos revenus et nous sommes parmi les derniers à avoir un accès aux informations sur la pandémie. Le COVID-19 démontre aussi le mal et les effets néfastes d'une institutionnalisation. Pourquoi est-ce que cela continue à se passer dans un moment où nous pouvons se réunir de manière numérique comme ici? Pourquoi est-ce que nous ne respectons pas les droits de base qui nous ont été promis, les traités signés par les États membres? Donc, nous sommes ravis de participer à ce forum et les discussions qui auront lieu ici. C'est notre forum. Il faut saisir de l'opportunité, mes chers amis, pour se faire entendre en termes d'institutionnalisation. Nous connaissons les augmentations en termes de COVID-19 au niveau des institutions et comment le virus se disperse rapidement dans des zones touchés par COVID-19. Et cela continue, ces endroits continuent à exister et la pandémie, sa reprise est une bonne opportunité pour nous de considérer de manière sérieuse une déinstitutionnalisation, la fermeture des institutions. Il n'y a pas de telle chose qu'une bonne institution. Et
Il s'agit ensuite de distribution des vaccins. On appelle à ce que les personnes handicapées aient un accès prioritaire aux vaccinations. Nous nous demandons de manière forte que les informations sur vaccination devraient être accessibles en forme facile à lire et que les endroits, les centres de vaccination soient accessibles. Nous vivons déjà de l'exclusion réglée pendant la réponse à la pandémie et cela ne devrait pas être le cas dans la distribution de vaccins de COVID-19. Mes chers collègues, lorsque nous travaillons ensemble pour rebâtir de manière meilleure, de manière plus inclusive, les organisations des personnes handicapées ont un rôle critique à jouer pour contribuer à définir les politiques, les programmes des gouvernements de l'ONU et les agences de financement. Une participation des OPD dans la prise de décision est clé pour éviter les erreurs de passé qui ont révélé un impact disproportionné au début de la pandémie. Pour suivre cette participation des OPD qui est réelle et avec un sens, c'est un plaisir pour moi d'annoncer le lancement de l'enquête IDA Global sur une participation ouverte sur plateforme accessible en ligne. Cette enquête sera comme le recensement des droits civils pour comprendre comment on avance. Le rapport que la direction en termes d'engagement de système de l'ONU. Et lorsque je parle, le lien sera mis dans le chat. Nous encourageons tout activiste et organisations de personnes handicapées de participer au réseau. Mes chers collègues, je vous souhaite d'avoir une bonne discussion aujourd'hui. Il faut se faire entendre de manière forte. Il faut que votre voix soit claire et n'arrêtez jamais. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci beaucoup pour ces remarques très intéressantes de nous avoir rappelé l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos sœurs et frères à travers le monde et le rôle que nous avons à faire en tant que mouvement de handicap global avec les agences de l'ONU et nous avons hâte aussi de parler du rôle de la direction de IDA pendant le sommet. Merci beaucoup. En dernier lieu, je vais maintenant accueillir M. Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. Monsieur Parsons, vous avez la parole. Firstly, I would like to thank the Civil Society Forum for the opportunity to speak today. At the International Paralympic Committee, our vision is to make for a more inclusive world through sport, through parasport. We want to achieve this by organizing fantastic sport and by using the growing global interest. Nous voulons utiliser cet intérêt mondial croissant pour que notre événement puisse faire primer les droits des personnes handicapées dans le monde. Qui plus est, nous croyons en l'idée du partenariat et c'est en travaillant ensemble que nous pourrons accomplir des objectifs bien plus ambitieux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre nouvelle plateforme qui rassemble différentes organisations internationales, politiques, monde du sport, le monde des affaires ainsi que le monde du divertissement. Notre objectif, accélérer le changement pour la prochaine décennie pour les personnes en situation de handicap qui représentent 15% de la population mondiale. Nous, We the 15 est soutenu par le Comité olympique international ainsi que par l'IDEA et l'objectif est de lutter contre la discrimination envers les personnes handicapées tout en transformant les vies de plus d'1 milliard de personnes. C'est la première fois dans l'histoire que les organes de direction des 4 organisations principales dans le monde pour les personnes handicapées, l'IPC, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, l'IDEA, s'unissent pour commencer un véritable changement pour ces personnes. Et nous voulons que cette plateforme permette au sport de créer un véritable changement sociétal. Grâce à un plan d'action, nous allons développer des indicateurs pour la contribution du sport vis-à-vis des ODD. Qui plus est, de cette manière, nous ferons en sorte que la voix des personnes handicapées soit plus entendue et plus de poids.
Et grâce aux ONG, Human Rights, grâce à l'OMS, à l'UNESCO, la Banque mondiale, les campagnes de l'ONU, les 500, les Global Citizens ou les différentes organisations de l'ONU. Aujourd'hui, 20 organisations ont rejoint notre plateforme et toutes partagent leur expérience et expertise pour faire changer les choses. En raison de l'impact de la COVID sur les personnes handicapées, c'est maintenant qu'il faut agir et nous voulons construire un monde meilleur post-COVID, raison pour laquelle il faut que nous visions tous à la réalisation de l'agenda 2030 sans oublier personne sur le côté de la route. Nous voulons jeter la lumière sur 15% de la population mondiale, sensibiliser quant aux obstacles et aux barrières que rencontrent ces individus à tous les niveaux de la société. Ce faisant, notre objectif sera d'abattre ces obstacles, de soutenir toutes les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent utiliser tout leur potentiel en vue de rendre notre société plus inclusive. De cette manière, nous créons de nouvelles opportunités. Alors, beaucoup de progrès a déjà été engrangé en termes de genre, d'orientation sexuelle, etc. Toujours est-il, les personnes en situation de handicap doivent être au centre de nos priorités pour l'agenda inclusif. Nous voulons créer un mouvement mondial pour que ce milliard de personnes puissent s'y rattacher. Mouvement qui, au cours de la prochaine décennie, soit placé sous le signe de l'inclusion, du handicap et de l'accès. Lorsque nous lancerons notre plateforme le 19 août, 5 jours avant les Jeux paralympiques, cette campagne aura plusieurs éléments novateurs. Par exemple, un nouveau symbole et une nouvelle couleur qui représenteront toutes les personnes en situation de handicap dans le monde. Nous aurons une vidéo de sensibilisation. Et grâce avec le soutien de nos parties prenantes, de nos organisations partenaires et autres, notre objectif est de sensibiliser un demi-milliard de personnes en quelques semaines. Cette vidéo sera visionnée au total par plus de 4,2 milliards de personnes dans plus de 60 pays. Vous en entendrez davantage lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture. Et les plus de 4000 athlètes seront les ambassadeurs de cette initiative. Ils expliqueront aux médias pourquoi cette campagne est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Pékin 2022, Paris 2024, ensuite en 2026 et ensuite les Jeux paralympiques. Eh bien, tous ces événements sont inclus dans cette campagne. Et en effet, nous sommes tous d'accord, cela fait bien longtemps que cette campagne aurait dû être lancée. L'ICSD et nos organisations partenaires vont également dans le même sens. Demain, à 8h30, heure américaine, nous lancerons cet événement et vous pourrez en apprendre davantage sur les modalités de cet événement et surtout comment vous pouvez nous soutenir pour transformer la vie de ce milliard de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous vous demandons votre soutien pour le mouvement du 15 mai. Et toutes les personnes dans le monde, en situation ou non de handicap, peuvent faire changer les choses en considérant la manière dont elles peuvent faire changer les mentalités. Au sein de notre comité, nous pensons que le changement commence par le sport, mais le véritable changement des mentalités doit se faire au niveau local, au sein des différentes communautés. Je vous remercie, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Monsieur Parson, pour votre intervention. Et nous avons déjà hâte que cet événement soit lancé. Qui plus est, nous comprenons bien le rôle que joue le sport pour l'inclusion de tous. Nous sommes arrivés à la fin de la séance d'ouverture. Je vous souhaite un excellent forum ainsi qu'une excellente semaine lors de la conférence des États parties. Et il me tarde de vous revoir très prochainement. Merci à toutes et à tous. Et je vais désormais rendre la parole à mon collègue Dominique Aslom, modérateur de la première séance de ce forum. Je vous remercie. Merci Mohamed et merci pour la modération de cette première séance et merci à tous les intervenants. C'est bien dommage en effet que nous puissions nous réunir en personne, mais bon, au moins nous pouvons nous voir
virtuellement. Alors, comme le président en a parlé, nous avons un consortium de différentes ONG et d'ODP présentes partout dans le monde. Et alors, à titre de rappel, il y a une interprétation des signes qui est prévue et des sous-titres live sont également prévus. Vous pouvez cliquer sur le bouton du bas, le bouton CC, qui fera apparaître la transcription en direct et le lien est également disponible dans le chat. Comme je vous l'ai aussi dit, l'interprétation en français est aussi disponible et vous pouvez écouter la traduction en français en cliquant sur le bouton du bas, l'icône du globe. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à contacter le support technique dans le chat. Cette deuxième séance nous allons parler de l'impact de la COVID et plus spécifiquement, ce sur quoi travaillent les organisations pour les personnes handicapées, les OPH. Et alors, nous allons également lancer un sondage qui apparaîtra ici sur Zoom et nous allons également vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre en utilisant le chat. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais j'aimerais tout simplement répéter le cœur du message. La pandémie nous a fait comprendre une chose très claire. La pandémie a aggravé l'exclusion des plus vulnérables, et ce, partout dans le monde. Et nous ne pouvons pas tolérer que cette situation perdure. Nous avons beaucoup d'intervenants aujourd'hui, et je suggère d'aller dans le vif du sujet et de passer la parole au premier intervenant. C'est un plaisir que de donner la parole à Mohamed Lotfi qui vous fera sa première présentation. Alors, Mohamed, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je m'appelle Mohamed Lotfi, co-président du comité responsable de la représentation des personnes handicapées en vue de la réalisation des ODD. Alors, j'aimerais ici vous présenter les conclusions de 2 études que nous avons menées en tant que partie prenante. Une étude qui concerne la pandémie de COVID-19 et son impact sur les personnes handicapées. Cela s'est fait en 2 étapes. L'objectif, collecter des informations sur les expériences des personnes handicapées ainsi que leur vie, leur expérience au cours de la pandémie. Première phase de l'étude a été menée en mai et en juin 2020 auprès de 93 leaders d'organisations de personnes handicapées. Nous avons étudié ces thématiques en différents piliers. Ensuite, en ce qui concerne la collecte des données, interviews en ligne, groupe de travail, sondage auprès des organisations partout dans le monde. Résultat de la première question, eh bien, le sondage a dit que la plupart des personnes en situation de handicap ont été affectées négativement par la pandémie, et ce, avec de nouveaux obstacles, de nouvelles barrières, par exemple, lors de la levée du confinement. Première barrière en commun, manque d'accès à des informations sur la COVID-19 pour toutes les personnes en situation de handicap, ainsi que des obstacles à l'accès à la protection sociale, un impact sur l'emploi, ainsi qu'un manque d'inclusion, d'efforts d'inclusion des personnes en situation de handicap. 3 thèmes récurrents ont également été identifiés par cette étude. Tout d'abord, le rôle des organisations pour les personnes handicapées ont fourni des services au lieu du gouvernement. Il y avait un manque d'accès aux services de soins et un manque d'inclusion générale. Deuxième phase de l'étude, elle a été menée par des professionnels locaux au Bangladesh, au Nigeria et ailleurs de février jusqu'à avril 2021. Les données ont été collectées selon des thématiques spécifiques, alors la pandémie et les ODD comme pour la première phase, mais elles ont également inclus la question de l'accès au vaccin. Les données et les documents étaient des interviews, des documents relatifs aux personnes sous-représentées en situation de handicap issues de différentes régions, l'objectif étant d'avoir une compréhension détaillée de l'expérience, la perspective personnelle. Les interviews ont été menées dans les langues officielles locales, en ce compris la langue des signes, et
soit en personne, soit en ligne, en fonction de la situation sanitaire des différents pays. Les 3 études ont indiqué que les barrières principales étaient, numéro 1, manque de protection vis-à-vis de l'emploi et des protections sociales. Numéro 2, manque d'accès aux services de soins. Numéro 3, manque d'accès aux informations et aux données. Numéro 4, manque d'accès de manière générale. Malheureusement, des thèmes se chevauchant ont été identifiés. Tout d'abord, des nouvelles barrières sont apparues en raison des évolutions des rôles, pas des familles. Numéro 2, concurrence accrue sur le marché de l'emploi avec des taux de chômage particulièrement élevés. Numéro 3, manque de ressources financières et techniques pour avoir accès aux informations, que ce soit par téléphone ou Internet. Et numéro 4, insécurité croissante. Les conclusions de ces 2 phases de cette étude peuvent être utilisées pour mettre en lumière les fossés à franchir et les barrières qui existent, afin de rappeler au gouvernement, à la société civile et à toutes les autres parties prenantes que les personnes en situation de handicap et les organisations qui les représentent sont abandonnées sur le côté de la route plus que jamais et elles doivent jouer un rôle bien plus actif dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mohamed. Merci pour tout le travail que vous avez résumé très rapidement. Je suis persuadé que ces recherches seront publiées pour tout le monde. Merci encore. Je vais désormais passer la parole à Angélique Hardy, coordinatrice du consortium IDDC, qui prendra la parole au nom du IDC Rights Monitor. Et Angélique, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer chronologiquement avec la partie moniteur. Alors, c'est une initiative qui a été lancée par 17 organisations, y compris l'IDEA et l'IDDC, et tout au long de 2020. L'objectif de cette initiative était de collecter des données vis-à-vis des personnes en situation de handicap à la suite de la pandémie. Les différents témoignages ont montré que, malheureusement, les différents pays ne sont pas parvenus à prendre des mesures responsables et inclusives malgré les mesures de relance économique. Nous avons également 4 conclusions principales. Tout d'abord, les institutions auraient dû jouer un rôle clé. Ensuite, les confinements ont rompu l'accès aux services essentiels. Numéro 3, les populations sous-représentées, les personnes en situation de handicap ont vu leurs droits fondamentaux bafoués. Et numéro 4, ces personnes n'ont pas eu droit à des services de soins de santé d'urgence. En 2021, l'IDDC a également analysé l'impact de la COVID sur les organisations de la société civile avec le soutien de l'ONU. Nous avons regardé comment les différents partenaires et organisations se sont adaptés et continuent à s'adapter aux défis créés par la pandémie. Pour nous, il était indispensable de tirer les leçons de leurs expériences afin de garantir que les écueils qui ont eu lieu une première fois ne se répètent pas. Outre nos recommandations, nous lançons un appel aux autorités locales, régionales, nationales, ainsi qu'aux organisations internationales pour qu'elles puissent garantir que l'accès aux vaccins soit disponible à tous, en ce compris aux personnes handicapées. Et ensuite, nous voulons également mettre les organisations de la société civile plus au centre des priorités. En effet, les organisations de la société civile sont en contact avec lorsque les OSC sont en contact avec des autorités au niveau régional ou local, des activités peuvent avoir lieu, mais il reste encore du travail à faire. Et nous voulons aussi que les autorités incluent les personnes en situation de handicap lors de la conception de programmes à leur égard. 4e recommandation,
pour les différentes organisations et les autorités, elles doivent évaluer honnêtement leur réponse à la COVID-19, ce qu'ils ont bien fait et ce qu'ils ont mal fait, en vue d'être mieux préparés à d'éventuelles situations futures similaires. Voici comment nous pourrons mieux reconstruire de manière plus inclusive. J'arrête ma présentation ici et je vous invite à consulter notre site mercredi, jour où nous publierons les dernières conclusions de nos études. Et comme je vous l'ai dit, ce rapport sera publié, je l'ai dit, mercredi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Angélique. Alors, nous allons désormais passer aux questions pour vous, les questions qui vous sont posées. Vous l'aurez peut-être déjà entendu, vous le savez, le gouvernement norvégien ainsi que l'IDEA organisent un événement de suivi au sommet pour les personnes handicapées, ce qui a eu lieu il y a quelques années au Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, selon vous, les thèmes qui doivent être inclus lors de ce sommet? Quels seraient les thèmes qui, selon vous, doivent être inclus lors du sommet pour la jeunesse vis-à-vis donc des personnes handicapées? Je vous remercie. Alors, voilà, c'est la première question. Maintenant, je vais donner la parole aux autres intervenants. Maintenant, nous allons nous concentrer sur des études spécifiques à un pays. Tout d'abord, je vais donner la parole à Yanni, qui parlera du changement des communautés dans le cadre d'un projet d'inclusion. Yanni, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour depuis l'Indonésie. Au cours de la pandémie de la COVID-19, nous avons vu que les personnes handicapées ont été frappées de plein fouet. En effet, les personnes en situation de handicap ont été laissées sur le côté de la route. Il ne faut pas oublier que ces personnes sont déjà vulnérables, notamment en ce qui concerne l'accès au marché du travail. Il y a des personnes handicapées qui travaillent, mais souvent dans le secteur informel où il n'y a aucune forme de sécurité. Lorsque ce travail ne peut être effectué en raison de la COVID, ces personnes se trouvent dans des situations très difficiles. L'Indonésie n'a aucune allocation de chômage pour ces personnes. Autrement dit, les personnes handicapées se retrouvent dans des situations intenables et elles dépendent entièrement de leur famille. Ensuite, difficulté de l'accès aux programmes de protection sociale. Les données qui ont été collectées par notre ministère en 2020-2021 n'ont collecté que 200 noms et adresses de personnes en situation de handicap, alors que selon nos estimations, ces personnes sont bien plus nombreuses. Elles représentent 10,6% de la population, c'est-à-dire environ 29 millions de personnes. Donc, 200 personnes ont été reprises dans le rapport, alors qu'il y a 29 millions de personnes. Imaginez-vous la différence. Ensuite, il n'y a pas de programme de protection spécifique pour les personnes en situation de handicap. Comme vous le savez, ces personnes sont très souvent pauvres et n'ont pas de revenus. Elles doivent donc vivre avec leur famille. Si les familles ne remplissent pas les conditions de pauvreté, eh bien, les familles n'ont aucun accès au programme de protection sociale. Autre problème que nous avons identifié, manque d'inclusion des personnes handicapées dans l'élaboration de plans de réponse contre la COVID. Il faut en effet davantage les inclure. Toujours est-il, nous avons mené des activités pour lutter contre la COVID et nous avons également mené des activités de plaidoyer auprès du gouvernement. Par exemple, nous avons lancé un sondage sur l'impact de la COVID sur les personnes handicapées et nous avons fait tout notre possible pour garantir que ces personnes ne soient abandonnées
Et nous avons aussi fait du plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour les personnes en situation de handicap. Malgré toutes ces activités de plaidoyer, le gouvernement a fait la sourde oreille. Le plus grand problème, la négligence de la négligence des personnes handicapées, précisément avec des handicaps au niveau psychosocial. Mais il y a un manque général d'accès aux informations, d'accès aux services de santé, accès aux services sociaux, et j'en passe. Les personnes institutionnalisées ne reçoivent aucune information vis-à-vis de la COVID. C'est un fait. Comment pouvoir gérer cette pandémie? Aucun accès aux médias sociaux, aucun accès aux informations, aucun accès aux informations sur les mesures de prévention de la COVID. Par voie de conséquence, la COVID a explosé auprès des différentes institutions, des instituts pour la santé mentale. Dès lors, je pense que cet exemple doit être un avertissement pour le monde entier. Ce système ne peut être maintenu en l'état. Le système doit être réformé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, une remarque pour les intervenants. Vu que nous sommes avec des interprètes, n'oubliez pas que lorsque vous lisez, plus vous lisez rapidement, plus c'est difficile pour les interprètes. Donc, bon, je sais que le temps vous est compté, nous ne pouvons pas prendre toute la journée, mais voilà, je voulais simplement faire passer le message. Ensuite, je vais donner la parole à Oh Young-kwon de l'Alliance coréenne pour les personnes en situation de handicap psychosocial. Oh Young, la parole est à vous. Alors, Oh Young, votre micro était